Bonjour à tous, je pense que nous sommes en direct, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 13e talk Nouvelle Vie Pro en partenariat avec le groupe WeCare. Et aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Charles Doman, qui est consultant en franchise pour le groupe WeCare, Laura Pingenot, chargée de mission développement franchise, Jérôme Pic, franchisé O2 à Plaisance-sur-Touche, et Marie-Joëlle Barry, qui est franchisée APEF à Limoges. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et bonjour. À tous. On va attendre juste quelques minutes le temps que tout le monde se connecte parce que vous avez été très nombreux à vous inscrire. Donc pendant ce temps, là, n'hésitez pas à nous dire dans l'onglet chat d'où vous vous connectez et ce que vous attendez du webinaire. Ça donnera un aperçu en fait à nos intervenants des problématiques qui vous intéressent le plus. Je me présente, je suis Carmen Yazbek, chargée de communication chez Nouvelle Vie Pro et je suis accompagnée aujourd'hui par nos intervenants du groupe WeCare pour parler de l'entrepreneuriat dans un secteur d'utilité sociale. Donc bonjour à tous, bonjour à Sioux de Paris. Donc n'hésitez pas aussi à nous dire d'où vous vous connectez. Il y a aussi Agnès qui est en backup, qu'on ne voit pas, mais qui s'assure que tout se passe bien niveau son et image. Donc, merci beaucoup Agnès. Je vous donne juste quelques astuces donc pour l'aspect technique. Donc, l'onglet chat, c'est l'onglet où vous pouvez nous poser, nous dire en fait, nous partager ce qui vous intéresse. L'onglet questions, par contre, c'est l'onglet qu'on privilégie si vous avez des questions. Donc, pour toutes vos questions, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet questions. Je vois, j'ai vu une question. Pouvez-vous présenter de nouveau les intervenants, s'il vous plaît? Nous sommes aujourd'hui avec le groupe WeCare, Monsieur Charles Doman, qui est consultant en franchise. Bonjour, vous faites un petit coucou. Laura Pingenot, chargée de mission développement franchise. Monsieur Jérôme Pic, qui est franchisé O2, et Marie-Joëlle Barry, qui est franchisée à la PEF. Je rappelle à tous les participants qu'un replay sera disponible quelques minutes après la fin du talk, donc dans une heure. Vous pourrez le visionner sans souci. Et vous pouvez également envoyer le lien à toutes les personnes qui seraient intéressées et qui auront du coup directement accès au replay. Avant de commencer, un petit mot sur Nouvelle Vie Pro. Donc, Nouvelle Vie Pro, c'est un dispositif qui existe depuis 8 ans déjà, qui accompagne toutes les personnes qui ont envie de prendre un nouveau départ professionnel. Donc, que ce soit une reconversion, reprendre une formation, évoluer en interne ou bien monter une boîte. Et pour cela, nous avons mis en place le site web nouvellevipro.fr où l'on publie chaque jour des actus liées à l'emploi, à la formation, à la franchise, à l'entrepreneuriat. Vous pouvez aussi consulter des témoignages de personnes qui se sont reconverties, qui ont changé de métier. Et vous pouvez aussi avoir accès à notre réseau de coachs certifiés que vous pourrez contacter. Donc, je vais vous mettre le lien du site Nouvelle Vie Pro. Nouvelle Vie Pro, c'est aussi un salon qui a lieu chaque année. Cette année, ça va être le 9 novembre à l'espace Champéret à Paris. Et en fait, c'est un salon organisé par thématique où vous pourrez en fait vous balader et choisir la thématique qui vous intéresse le plus. Et vous pourrez aussi rencontrer tous les acteurs publics et privés de la reconversion. Donc, c'est tout pour Nouvelle Vie Pro. Laura, je vous laisse la parole pour nous présenter. Oui, merci à vous. Allez, je nous représente quand même pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, déjà, bienvenue sur ce webinaire dédié à l'entrepreneuriat dans un secteur d'utilité sociale. Je suis donc chargée de mission développement franchise pour le groupe WeCare. Je suis accompagnée par Charles Doman, consultant en franchise pour le groupe. Et nous avons la chance d'être entourés de
deux franchisés du groupe. Marie-Joëlle Barry, d'abord, pour APEF, qui est franchisée APEF à Limoges, et Jérôme Pic, qui est franchisé O2 à Plaisance-du-Touche. Donc, l'idée du webinaire, c'est qu'ils viendront partager avec vous leur expérience, comment ils sont passés du statut de salarié à celui d'entrepreneur dans un réseau de franchise. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions durant la présentation. On y répondra d'ici une trentaine, une quarantaine de minutes. Mais d'abord, pour commencer, je vais vous présenter le groupe WeCare. Le groupe WeCare, c'est le groupe numéro 1 des services à domicile en France. Le groupe possède 25 ans d'expérience. Cette expertise s'explique par le parcours de Guillaume Richard, son fondateur, qui a créé en 2000 l'enseigne O2, qui est aujourd'hui leader sur son secteur. Donc, Guillaume Richard, en 2016, a voulu réunir une dizaine de marques de services à la personne, dont font partie deux enseignes qui se développent en franchise, O2 Care Service et APEF. Donc, pour ce qui est de O2 Care Service, l'enseigne est spécialisée dans divers services tels que le ménage-repassage, la garde d'enfants, l'aide aux seniors, le handicap, le jardinage ou encore le soutien scolaire. La franchise O2, c'est 3 concepts. L'enseigne multispécialiste, le concept multispécialiste, donc le chef d'entreprise peut proposer l'ensemble des services que je viens de citer. Vous avez également la franchise jardinage. Donc la franchise jardinage, là, l'activité repose essentiellement sur l'activité de jardinage auprès des clients, et la micro-franchise en jardinage, où là, on donne l'opportunité à des jardiniers passionnés de se mettre à leur propre compte. Vous avez donc également APEF. Donc, APEF possède plus de 30 ans, presque 30 ans d'expérience dans le domaine. APEF a rejoint le groupe WeCare en 2016, donc la création du groupe. APEF a une particularité, c'est qu'elle prône le bien vieillir à domicile. Elle a un accompagnement très accentué sur les personnes de plus de 50 ans, mais elle s'adresse également à différentes catégories d'âge sur des activités telles que le ménage-repassage, la garde d'enfants, le jardinage, le bricolage. Et d'autres services peuvent être proposés aux chefs d'entreprise qui souhaitent développer en local, donc par exemple la cuisine à domicile ou encore la livraison de repas. Donc, ces deux enseignes représentent 460 agences dans le groupe et plus de 270 franchises. Vous retrouvez également d'autres très belles enseignes comme France Présence, qui est spécialisée dans l'accompagnement des seniors, malades ou en situation de handicap. Vous retrouvez Interdomicilio, qui est une enseigne de service à la personne qui se développe au Portugal, en Espagne ou encore en Amérique du Sud. Et puis, vous avez la Compagnie des Lavandières, qui est lancée depuis septembre 2020, mais qui se développe très rapidement, qui elle est spécialisée dans l'entretien de la maison. Donc, je ne vais pas tous les citer, mais par contre, je vais vous citer deux particularités du groupe WeCare et ce qui fait aussi sa force. C'est d'abord l'Académie des services à la personne, la SAP, qui est le centre de formation agréé du groupe et qui permet de former salariés, mais aussi franchisés tout au long de leur parcours. Et vous avez la Silver Alliance, qui est un réseau d'alliances de 33 enseignes qui collaborent ensemble, collectivement, en local pour le bien vieillir à domicile. En quelques chiffres, donc le groupe WeCare, c'est plus de 18 000 collaborateurs, plus de 110 000 clients, donc plus de 520 agences en France, mais il nous reste de belles opportunités à proposer. Et c'est un volume d'affaires de 308 millions d'euros en 2019, une croissance de 27 millions d'euros en 2019. Maintenant, passons dans le vif du sujet, entrons dans le vif du sujet. L'entrepreneuriat, c'est ce qui vous intéresse et merci d'être là. Le modèle séduit toujours en 2020 puisque 848 200 entreprises ont vu le jour, donc c'était plus 4% par rapport à 2019 et au quatrième trimestre 2020, cela représentait 250 000 entreprises créées. Donc cela s'explique notamment parce que en cette année de crise sanitaire qui perdure encore malheureusement, mais ça devrait s'améliorer. Voilà, les gens ont à cœur de penser différemment à une reconversion, à trouver du sens dans leur quotidien. Ça les a confortés et ces nouveaux entrepreneurs, nous les retrouvons aussi
dans le groupe WeCare, puisque nous avons accueilli 50 franchisés, 50 personnes voilà, qui ont voulu se lancer dans cette activité et retrouver un contact avec le bien-être autour d'eux. Donc 50 chefs d'entreprise pour APEF et Eau-de Rimini. On sait également, sur la base de nouvelles études, qu'un Français sur 3 souhaite créer ou reprendre une entreprise. En gros, c'est 28% des Français qui aimeraient créer leur entreprise, dont 4 sur 2 en franchise. Et la franchise en chiffres, c'est 1927 franchiseurs en 2020, 63,88 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020, c'est colossal, 668 837, et je suis très précise, d'emplois directs en 2020 et plus de 78 000 franchisés en 2020. Je laisse la parole à Charles pour vous présenter la franchise maintenant. Bien, merci Laura. Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce webinaire. Je vais essayer d'aller vite parce que le plus intéressant, c'est le témoignage de nos 2 franchisés qui sont parmi nous et que je remercie aussi. Je vais aller tout de suite au cœur du sujet et rentrer avec vous, si vous le voulez bien, sur les 3 piliers essentiels de ce que c'est que la franchise. Quand vous souhaitez entreprendre dans un secteur d'utilité sociale ou d'un autre secteur, vous souhaitez entreprendre en franchise, vous appuyez sur 3 piliers principaux. Le premier, bien entendu, le savoir-faire. Et le savoir-faire, ça va être la capacité que va avoir votre franchiseur à dupliquer un modèle rentable, viable et qui se développe. Donc, la duplication d'un modèle. Avec une règle qui est importante quand vous allez choisir votre franchiseur, c'est la règle des 3-2 ou des 2-3. C'est-à-dire que pour un franchiseur sérieux, il faut qu'il ait au moins 3 agences en direct qui ont vécu au moins 2 ans pour éprouver son activité, ou bien 2 agences en direct, succursales, donc, qu'il a fait tourner pendant 3 ans pour éprouver son activité. Méfiez-vous des franchiseurs qui n'auraient pas d'expérience à titre personnel et qui expliqueraient aux autres comment faire. Le deuxième pilier important, c'est l'accompagnement. On va y revenir. C'est l'accompagnement avant de vouloir entreprendre, c'est-à-dire l'accompagnement du candidat à la franchise du moment où il lève la main en disant moi j'aimerais bien entreprendre, jusqu'au moment où on lui donne les clés de son agence et on lui dit maintenant à toi de jouer. Le deuxième niveau d'accompagnement qui doit être fait par une équipe dédiée, c'est ce qu'on appelle l'animation ou l'exploitation, où là vous avez des gens qui vont vous accompagner dans comment je fais pour faire mieux, pour faire plus qualitatif ou plus quantitatif. Et puis on l'oublie souvent, l'accompagnement après ou au moment où vous décidez de quitter, de vendre ou de réaliser votre investissement. C'est quelque chose que les salariés n'ont pas du tout en tête lorsqu'ils se lancent et c'est essentiel, c'est que quand vous êtes chef d'entreprise, vous construisez un patrimoine, la valeur de votre entreprise, qui est une valeur qu'à un moment donné, vous souhaitez peut-être récupérer pour prendre votre retraite ou pour changer d'activité. Il faut que votre franchiseur soit à vos côtés pour vous aider à revendre votre activité. Et puis, bien entendu, le point essentiel, c'est, et vous achetez ça, la marque, la reconnaissance de la marque, que ce soit la marque pour les clients, mais aussi la marque pour les collaborateurs, parce que des secteurs sont très demandeurs de manœuvres, ce qui est le cas des services à la personne, on va y revenir, et il faut que la marque soit attractive aussi bien pour les clients que pour les collaborateurs. Je vais passer au slide suivant, parce que j'ai peu de temps et je voudrais laisser vraiment du temps. Encore une fois, le contrat de franchise est un contrat entre 2 entreprises qui sont des entités juridiquement indépendantes. Vous êtes le chef de votre entreprise et le franchiseur est le chef de son entreprise et il est lié avec vous par un contrat de franchise. Ce contrat, en général, le franchiseur est censé vous donner 21 jours avant le fait de conclure ce contrat, ce qu'on appelle un document d'information précontractuel, le DIP, qui doit être donné au moins 21 jours avant pour vous permettre, et dans lequel il y a tout ce que vous voulez savoir sur le contrat, sur le marché, sur tous les éléments. Et ce DIP vous permet, vous, au moment où vous allez décider d'entreprendre, de valider avec vos conseils juridiques, experts comptables, etc., que le modèle vous convient. Donc, c'est très important d'avoir ce DIP, ce contrat. Ce que je vous encourage à faire, c'est assurez-vous toujours que ce contrat soit équilibré
et qu'il préserve les intérêts du franchiseur, mais les intérêts du franchisé aussi. C'est important pour que le réseau puisse perdurer et continuer à se développer, ce qui est le cas de nos réseaux, puisque pour l'un, il a 20 ans, 25 ans, et l'autre, une vingtaine d'années aussi. Le troisième point, qui est un point essentiel, sont les engagements réciproques dans ce contrat de franchise. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, je vais venir sur un détail qui intéresse toujours les futurs franchisés, c'est le point des redevances. Qu'est-ce que c'est que les redevances? C'est ce que le franchisé va payer à son franchiseur tous les mois pour que la franchise puisse tourner. Il y a en général deux niveaux de redevances. Une redevance qu'on appelle d'exploitation, qui représente X% du chiffre d'affaires. Cette redevance d'exploitation, elle est versée donc par le franchisé au franchiseur et elle est fonction du chiffre d'affaires. Et une deuxième redevance, qui est la redevance de communication, qui permet de mettre en commun 2% du chiffre d'affaires de tous les franchisés pour faire connaître la marque et pour développer sa notoriété au niveau du marché. Très souvent, on me pose la question de « oui, mais la redevance, si elle est fonction du chiffre d'affaires, je vais en payer très peu au début et c'est fait pour ça. Et ce sont les plus anciens qui vont en payer le plus puisque leur chiffre d'affaires va augmenter. » Et c'est bien un des points très forts de la franchise, qui est cette capacité de co-construire la marque et de co-développer la marque. On y reviendra peut-être dans les questions avec nos franchisés. J'avance. Je voudrais juste revenir pour les gens qui sont aujourd'hui salariés et qui vont avancer vers la franchise. Quand je parle de co-construction, c'est-à-dire de savoir faire évoluer son réseau, son concept, etc. Donc, dans une franchise qui se respecte, vous avez des commissions de réflexion, des commissions de décision, vous avez des réunions régionales, vous avez des réunions thématiques, des séminaires, des parrainages. Tout ça vous permet, surtout quand on vient du monde du salariat, de retrouver très vite une équipe autour de vous, bien sûr l'équipe du franchiseur, mais aussi l'équipe des 150, 200, 300 franchisés qui vont tourner autour de vous et qui vont vous aider et avec qui vous allez pouvoir échanger pour faire avancer vos affaires. Donc, c'est très important parce que chef d'entreprise, c'est souvent être tout seul dans son coin. Chef d'entreprise en franchise, c'est pouvoir partager avec ses collègues sur les problèmes qu'on rencontre en tant que chef d'entreprise. Peut-être un point important. Pourquoi choisir la franchise? Finalement, c'est quoi les avantages de la franchise? D'abord, ce que je vous encourage, c'est d'abord choisir son secteur. J'ai envie d'être fleuriste ou j'ai envie de rendre des services aux personnes ou de vendre du chocolat parce que j'aime le chocolat. Donc, quand on décide de vendre, de choisir un métier, alors la franchise vous permet d'aller plus vite parce que tout est prêt, il y a juste à se former, à se préparer, de prendre beaucoup moins de risques qu'un chef d'entreprise indépendant, d'être accompagné, comme je le disais, avant, pendant et après, très important, et puis surtout de profiter de toute l'expertise du franchiseur sur son back-office. Qu'est-ce que c'est le back-office? C'est les services, ce qu'on appelle de la tête de réseau, dans lesquels vous retrouvez de la DRH, de la direction juridique, de l'informatique, des enquêtes de satisfaction client-collaborateur, du juridique, enfin tous les services centraux qui sont à la disposition du réseau pour leur apporter l'expertise. On disait tout à l'heure que dans le monde des services à la personne dont je vous parle juste après, toute la législation évolue très vite et donc l'intérêt, c'est d'avoir en centrale des gens dont c'est le métier de surveiller cette législation. Alors, quand on dit est-ce que c'est fait pour moi, je vais juste vous donner quelques chiffres. Par exemple, cette année, 2020, nous avons reçu avec Laura pratiquement 4000 candidatures de gens comme vous qui avaient envie d'entreprendre dans la franchise et dans les SAP. Sur ces 4000 candidats, nous en avons retenu à peu près une soixantaine, 50 sur O2 et APEF, enfin en tout, O2 plus APEF, et puis une dizaine sur les jardins. Donc nous avons créé cette année 2020 une soixantaine d'entreprises. En sélectionnant, vous le voyez bien, de 4000 à 60, nous avons beaucoup sélectionné. Il y a tout un processus de sélection en 8 étapes qui nous permet de rentrer dans le réseau que des gens qu'on estime capables de réussir, parce que si le franchisé réussit, le franchiseur réussit, et pour que le franchiseur réussisse, il faut que tous les franchisés réussissent aussi. Je reviens juste sur quelque chose d'important. La difficulté, quand on recrute un franchisé, c'est de valider le fait qu'il sera capable de passer d'un statut de salarié à un statut de chef d'entreprise. Alors,
En franchise, l'avantage, c'est que c'est chef d'entreprise avec ceinture et bretelles. Donc, normalement, on prend quand même beaucoup moins de risques que de se lancer tout seul. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà prêtes. En contrepartie, et excusez-moi pour les franchisés qui sont parmi nous, c'est un peu un chef d'entreprise schizophrénique concret, parce qu'il est chef d'entreprise pour être autonome, responsable, etc. Mais il a quand même, vis-à-vis de l'entreprise avec qui il est franchisé, un certain nombre d'obligations. Si on décide que le logo est vert, ben, il est vert, et même si lui, il aurait préféré l'avoir en rose, ben non, c'est vert. S'il veut vendre, je ne sais pas, des produits dans son agence et qu'on a décidé qu'on n'en voulait pas, ben, il n'en a pas, sauf à ce que la commission qui se réunit puisse faire évoluer le concept. Alors, pourquoi je suis sur celui-là? Je n'en sais rien. Si, c'est normal, voilà. Qui sont les franchisés qui sont actuellement nos franchisés? Donc, quand on étudie un petit peu tout ça, je vous laisse lire simplement ici. Je voudrais insister sur 2-3 petites choses. La première chose, c'est, et peut-être nos franchisés vous en parleront tout à l'heure, quand vous avez décidé de vous lancer en franchise, il est vraiment essentiel, ou en chef d'entreprise d'ailleurs, il est vraiment essentiel d'intégrer votre famille dans le projet. Quand on devient chef d'entreprise, il y a un certain nombre de sacrifices. La première année, peut-être la deuxième année pour certains. Il est important d'avoir un entourage qui soit capable de vous porter, de vous accompagner. On n'y pense pas toujours. Premier point, la famille. Et l'entourage. Deuxième point, qui me semble très important, c'est d'assurer, avant de se lancer, votre sécurité financière pendant 1 an ou 2, parce que même si vous avez un apport et que vous avez lancé votre entreprise, pendant la première année, normalement, sauf si vous rachetez une entreprise, qui est différent, mais pendant la première année, il va falloir quand même continuer à assurer votre rythme de vie, votre mode de vie. Donc, cette sécurité financière, c'est quelque chose à bien réfléchir et nos équipes de développement sont là pour vous accompagner sur le sujet. Je pense que dans les questions, on pourra vous y répondre tout à l'heure avec nos franchisés. Peut-être autre chose. Pourquoi les gens, finalement, qui sont nos franchisés? C'est souvent des gens qui étaient dans des entreprises, souvent des grandes entreprises, et qui, à un moment donné, se disent, passer la quarantaine, vous voyez, entre 40 et 50, se disent, bon, finalement, la pression, le stress, les réunions, les déplacements, les hôtels, les restaurants, ras-le-bol, j'ai envie plutôt de m'installer dans une ville que je connais, dans un environnement familier, avec un réseau de copains, d'amis, de relations professionnelles, de revenir un peu aux sources, et cette crise du Covid a accéléré ça, de la Covid, pardon, a accéléré un peu ça, et je pense que voilà, ça c'est aussi des choses. Donc d'un côté, lâcher les grandes entreprises, etc. Et puis certaines vous demandent de lâcher. En ce moment, on a pas mal de gens de chez Air France, de la restauration, de l'hôtellerie qui viennent nous voir, forcément, et monter son entreprise et se réaliser à travers l'entrepreneuriat. Oui, donc avoir l'âme d'un entrepreneur, ça veut dire quoi? Alors, chacun a sa façon de le dire, et nos franchisés vous en parleront, mais dans mon esprit, avoir l'âme d'un entrepreneur, c'est aimer les gens, aimer communiquer, aimer diriger, aimer réseauter, avoir son réseau, avoir un tempérament commercial, être capable d'aller voir les clients, de leur vendre votre service. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais bien entendu dans une démarche de pull et non pas une démarche de push, c'est-à-dire c'est comprendre leurs besoins explicites et implicites et répondre à leurs besoins et pas leur vendre ce qu'il y a sur les étagères, ce qui est le cas dans notre métier des services. Il vaut mieux aimer un peu les chiffres, savoir un peu jongler avec les chiffres. Et puis le point essentiel, c'est savoir s'entourer d'un bon avocat, d'un bon comptable, d'avoir autour de soi une équipe et des conseillers capables de vous accompagner. Qu'est-ce que nous disent les candidats qui viennent nous rejoindre? Et Laura les voit tous arriver. Il y a en gros 5 types de grandes personnalités. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tous sans exception, quand ils font de la franchise dans le monde des services à la personne, ils cherchent du sens, de la responsabilité, de l'autonomie, de la vie sociale, de la vie sociétale et, si possible, un peu de résultats financiers quand même. En tout cas, tous ont comme objectif de se faire plaisir et de ne pas vivre la vie qu'ils ont eue et changer de vie pour aller vers une vie plus agréable, plus sympathique et plus en phase avec leurs valeurs. Je passe très vite sur le monde des services à la personne qui ont été créés vraiment, qui ont été initiés par les lois Borloo en 2002, je crois,
Le marché des services à la personne est en pleine croissance, vous le savez, c'est un des marchés les plus porteurs du moment. La crise a mis en évidence que garder ses enfants à la maison toute la journée, ça peut être fatigant, que faire le ménage à la maison quand on y vit, c'est pas forcément plus sympa, et puis que les personnes âgées dans les EHPAD n'ont pas eu forcément la vie qu'on souhaitait. Et donc, les services à domicile, le domicile est devenu un peu le lieu de vie de la population. Et là, on s'est rendu compte que le service à domicile était important. Peut-être sur le point des services à la personne. Laura, dis-moi où j'en suis dans mon timing, parce que je n'ai pas regardé. Est-ce que j'ai encore un peu de temps? Tu as encore du temps, c'est bon. Tu as encore une bonne dizaine de minutes. Ah ben, très bien. Merci. Peut-être juste vous alerter sur un point important si vous choisissez les services à la personne comme activité de base. Il y a plusieurs types d'activités. Il y a ce qu'on appelle les multispécialistes. C'est le cas de O2 et d'APEV dont on parlera peut-être après. Donc là, il y a plusieurs services, Laura en a parlé. Et puis, il y a des spécialistes, des gens qui vont faire que du ménage ou qui vont faire que du senior ou que du handicap. Ça, c'est un choix important parce qu'il va changer fondamentalement votre prise de part de marché sur la zone où vous serez installé. Et puis, l'autre point très important, très important, et je ne m'étendrai pas là-dessus, mais je vous encourage à bien regarder, il y a ce qu'on appelle des services mandataires et des services prestataires. En gros, quand vous êtes prestataire, le personnel et les clients vous appartiennent et vous mettez à disposition de vos clients, vos employés. Quand vous êtes mandataire, vous mettez en relation un employé avec un client et ils se débrouillent entre eux avec un contrat qui est signé entre le client et l'intervenant. Un peu comme une agence immobilière qui vend une maison, mais la maison n'est pas à lui et le client n'est pas non plus à lui. Il trouve un client, il trouve un vendeur, il les met en relation, il les fait signer ensemble. C'est très important, surtout le jour où vous allez vouloir vendre votre entreprise, puisque d'un côté, les clients sont à vous et les employés sont à vous, et de l'autre côté, votre fonds de commerce n'appartient pas directement à votre entreprise. Je ne reviens pas dans le détail, mais c'est un point à surveiller sur ce sujet-là. Alors, excusez-moi, je me suis perdu dans les slides. Le voilà. Je vous laisse les quelques chiffres du service à la personne que vous pourrez trouver facilement sur Internet. On en a fait un extrait ici. Moi, je voudrais vous dire 2-3 petites choses là-dessus. Le premier, c'est que dans notre métier, le seul concurrent, on va dire le concurrent majeur, c'est ce qu'on appelle le travail au noir, le travail non déclaré. Ce travail non déclaré, quand j'ai commencé dans les services à la personne, il représentait 87% du chiffre d'affaires du secteur. Il est aujourd'hui, on estime, autour de 47%. C'est-à-dire qu'en 10 ans, il a baissé de pratiquement 40 points. Je vais y revenir tout à l'heure. Vous allez voir qu'à partir de l'année prochaine, il y a une énorme opportunité. On pense qu'il va basculer et reperdre entre 20 et 30 points dès l'année prochaine grâce à ce qu'on appelle la contemporanéité, dont je vais reparler. Le deuxième point qui est essentiel, on voit ici dans le vieillissement de la population, c'est que sur les services à la personne, d'abord, vous savez que cette activité est aidée par les gouvernements, par les conseils départementaux, on va y revenir, mais surtout, vous savez que, alors, M. Macron nous avait promis une loi grand âge et dépendance qu'il n'a pas été capable de lancer compte tenu d'un certain nombre de paramètres qu'il ne maîtrisait pas, mais qui va sortir quoi qu'il arrive. Madame Bourguignon nous l'a promis. Cette loi grand âge, elle va absolument mettre en avant le domicile par rapport aux EHPAD. Et ça tombe bien parce que les seniors ne veulent plus aller dans les EHPAD. Ils ont vu pendant la crise comment ça se passait. Ils veulent rester chez eux et être accompagnés par des services de qualité. C'est exactement notre métier et on va y revenir. Et ce que je vous disais, c'est que l'État accompagne très, très bien ce marché. Je vais passer ce slide qui n'est pas très intéressant. Je vais plutôt aller directement sur ce slide-là en disant que l'État accompagne bien et très bien cette activité en faisant d'abord les fameux 50% de crédit d'impôt ou de remboursement d'impôt. En gros, quand vous payez 30 € de l'heure un service, en fait, il ne vous coûte que 15 € puisque 15 € vous sont déduits des impôts. Il y a quelques années, c'était l'année d'après. Donc, la consommation de 2020 était remboursée qu'en 2021. Cette année, 2018 en 2019, cette année, les remboursements de services à la personne, les 50% sont remboursés 2 fois par an, en juillet et en janvier.
Et puis, je vous parlais de contemporanéité, ça va révolutionner notre marché, puisqu'il est prévu, à partir de 2022, c'est en test aujourd'hui dans 2 grandes régions, il est prévu que sur, par exemple, une heure facturée 30 €, 15 €, vous allez la payer que 15 € et l'État paiera 15 € directement à votre prestataire. Et ça, c'est énorme parce que ça devrait définitivement tuer le travail au noir et le travail non déclaré. Donc, quelque chose de très, très, très positif en termes de croissance sur notre marché qui devrait vraiment être une opportunité incroyable pour nos entreprises. Vous savez qu'on a des taux de TVA qui sont réduits dans les services à la personne. Vous savez que l'État accompagne nos clients à travers la PAJE, qui est l'allocation pour les jeunes enfants, l'APA pour les personnes âgées et la PCH pour les personnes handicapées. Ce sont des aides distribuées par les conseils départementaux pour accompagner les services à la personne. Et enfin, bien entendu, sur les charges sociales, nous avons des abattements sur les cotisations. Question importante que tout le monde se pose, oui, mais si demain ça disparaît, la réponse est que ça fait 20 ans que tout le monde pose cette question, ça ne disparaîtra pas. D'abord parce que le nombre d'emplois dans ce secteur est important. Deuxièmement, parce que le nombre d'entreprises dans ce secteur est très important. Mais surtout, ça ne disparaîtra pas parce que ça élimine le travail au noir et que, bien entendu, ça génère des recettes pour l'État. Quand je dis ça génère des recettes, il y a une étude qui a été faite par un cabinet qui s'appelle Olivier Wyman, que vous retrouverez sur Internet. Cette étude montre que, en gros, l'État, entre ce qu'il distribue et ce qu'il touche, gagne, entre guillemets, 2 milliards d'euros par an, et que le différentiel donc entre les aides et les recettes est positif pour la France et pour l'État de 2 milliards d'euros. Je crois que c'est 6 milliards d'un côté, 4 milliards de l'autre et 2 milliards de résultats positifs. Donc, très important, la question c'est, oui, mais on est aidé par l'État et si ça s'arrête là? Normalement, à part si on a un fou furieux qui vienne prendre la présidence de la République, mais ce qui ne sera peut-être pas le cas, voilà. Je pense qu'il y a zéro risque pour que ces aides se soient arrêtées. Alors, j'ai mis là quelques photos de nos franchisés je crois, sous responsabilité de Laura, je crois que c'est à peu près très équilibré, 50-50, me semble-t-il, ou 47-53. On est vraiment en mixité totale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus? Vous voyez qu'ils viennent tous de secteurs très différents. Et en fait, tous nos franchisés passent un mois minimum en formation théorique et pratique avant d'ouvrir leur agence, puis sont accompagnés par des animateurs. Donc, peu importe que vous ne veniez pas de ce secteur, si vous avez les qualités qu'on a vues juste avant. Voilà, je vais arrêter là parce que je voudrais surtout que vous profitiez de l'expérience de Jérôme et de Marie-Joëlle qui nous ont rejoints. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions, bien entendu. Je repasse la parole à Laura qui va animer la dernière partie. Ce sont les échanges avec nos franchisés. Je vous remercie de votre attention. À bientôt. Merci Charles. Donc n'hésitez pas à poser des questions dans l'onglet prévu pour cela. Si vous avez des questions à poser à nos franchisés, que je remercie encore une fois d'être là. Vous le voyez sur la slide, un secteur accessible en reconversion, vous avez différents profils. Donc voilà, peu importe l'horizon professionnel dont vous venez, tout est possible si vous souhaitez entreprendre dans un secteur qui a du sens. Marie-Joëlle, je vais commencer avec vous. Que faisiez-vous avant d'entreprendre? Alors, avant de créer mon entreprise, je travaillais dans un grand groupe du BTP et donc j'étais responsable d'opérations immobilières. Je faisais de la recherche foncière, du montage d'opérations et de la réalisation d'opérations immobilières. Donc on n'était pas trop dans l'humain. Voilà. Du tout. Et quel a été le déclic justement pour se lancer comme ça, déjà dans l'entrepreneuriat, puis ensuite dans celui des services à la personne? Donc le métier que j'ai fait pendant 6 ans dans ce groupe-là, bien voilà, il y avait des problématiques de management et je me sentais plus à l'aise dans ce métier-là. Donc j'ai décidé de rompre mon contrat avec cette entreprise, de faire autre chose. Ça prend un peu de temps, de réflexion et
J'aurais peut-être pensé encore à être un nouveau salarié, mais bon, petit à petit, l'environnement aussi fait, mais pourquoi tu ne créerais pas ton entreprise, etc. Et donc, les idées suivant son chemin, etc. Petit à petit, je me suis dit, ben, pourquoi pas quelque chose que j'avais jamais imaginé auparavant, créer mon entreprise, et je me suis dit, pourquoi pas. Et dans les services à la personne, Charles en parlait tout à l'heure, j'avais 45 ans. Et donc, on passe dans cette phase de la vie où on veut donner du sens à ce qu'on fait, où on veut être plus proche des gens, pas travailler uniquement sur des aspects purement financiers. Moi, dans le montage de l'immobilier, j'étais uniquement sur les aspects financiers. Donc, travailler dans l'humain. Et il s'avère que c'est un marché qui était en expansion, qui l'est toujours, et qui était très porteur. Donc, voilà pourquoi je me suis dirigée vers les services à la personne. Et je pense que nos participants se posent également la question, le choix du franchiseur est intervenu comment? Qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre avec APEF? Alors, le franchiseur, donc j'en ai rencontré plusieurs, donc au salon des services à la personne à Paris, donc j'ai rencontré l'APEF, j'en ai rencontré d'autres. Et je suis également allée dans des agences pour voir comment se passait le travail, comment vivaient les franchisés APEF et d'autres aussi. Donc, je n'ai pas rencontré que des franchisés APEF. Et c'est chez APEF que j'ai trouvé les gens les plus heureux, les plus accueillants. Et après, quand on regarde les documents, la production et qu'on s'intéresse au travail qui est réalisé, j'ai trouvé que c'était la franchise, dans celle que j'ai rencontrée, qui était la plus structurée et qui avait une longue expérience également, puisque l'enseigne existe depuis 1992. Donc ça a été déclencheur, c'est la structuration de la franchise, de ses services et le sérieux qui m'a été communiqué pendant mes différents échanges. Très bien. Et Marie-Joëlle, j'ai une question d'un participant, d'une participante qui est concrètement, Marie-Joëlle, que faites-vous? Donc, je reformulerai, quel est le quotidien finalement de franchisé aujourd'hui? Alors, donc, nous, notre agence, ça existe depuis un petit peu plus de 6 ans, donc on est un petit peu rodé. On commence nos journées vers 8h, 8h30. On va checker ce qu'il y a à faire sur la journée. Il y a toujours des urgences. Hein. C'est un métier qui bouge toujours. Il y a toujours l'imprévu, des nouvelles demandes, des nouveaux clients, un salarié absent. Donc, on va gérer nos urgences. On va projeter les rendez-vous d'évaluation des besoins des clients qui nous ont fait des demandes il y a quelques jours, préparer des devis, des contrats, répondre aux appels. C'est un métier où on s'ennuie jamais. On ne voit pas passer le temps en fait dans ce métier-là. Et puis on accompagne nos salariés sur le terrain, on va voir comment ils travaillent, on va les présenter. Et puis en tant que chef d'entreprise, après, moi personnellement, je vais gérer d'autres choses dans la gestion de l'entreprise, que ce soit la relation avec mon comptable, suivre mes tableaux de bord, etc. Donc c'est un métier, il n'y a jamais d'ennui, jamais d'ennui. Merci Marie-Joëlle. Et Jérôme, de votre côté, qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre? Et dans le secteur des services à la personne, qu'est-ce que vous faisiez auparavant? Oui, donc moi j'ai travaillé 20 ans dans le milieu scolaire, donc en tant que responsable éducatif dans un collège. J'étais coordinateur de projet sur du périscolaire et puis directeur de centre de loisirs. Voilà, alors pour moi le déclic, ça a été l'envie de créer mon entreprise tout simplement, de changer complètement de secteur et d'aller sur un secteur porteur qui a du sens comme le service à la personne. Et le choix d'O2, c'est manifesté Alors, comment? le choix d'O2, c'est une petite anecdote. En fait, c'est une amie qui, quelques années avant, a ouvert son agence et qui m'a dit « Jérôme, viens voir un petit peu ce que je fais sur le terrain. C'est quelque chose qui te plairait ?» Alors, je lui ai dit « Écoute, est-ce que je peux passer 2-3 jours dans ton agence pour voir à quoi ça ressemble ?» Et puis, j'ai été convaincu et je me suis dit « Bon, allez, c'est là-dessus qu'il faut que je parte. » Super, merci pour ces retours. Et si vous deviez me citer une fierté dans votre quotidien, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous pouvez être fier de ce que vous faites et de votre décision surtout? Oui. Alors moi ça serait tout simplement avoir créé des emplois et puis la satisfaction de mes clients. Voilà. Je
pense que c'est… Jérôme, vous êtes créé il y a 2 ans pile, en fait. Oui. Alors que Marie-Joëlle, je crois, c'est 6 ans, n'est-ce pas? Oui. C'est intéressant, il y a un jeune franchisé et alors, une jeune ancienne franchisée, excusez-moi. Voilà. Et Marie-Joëlle, en termes de fierté, qu'est-ce qui pourrait être cité? Bah, je vais revenir quand même un peu sur ce qu'a dit Jérôme. C'est la création d'emplois. C'est quand même, quand on commence et qu'on commence à créer nos premiers emplois, ça, c'est vraiment une fierté parce que on a un rôle à jouer dans la société. Voilà, ça, c'est vraiment important. Donc, c'est vraiment important pour moi. Notre agence, elle est un peu plus importante. Donc, ça a vraiment du sens. Pour les salariés aussi, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire avec eux, les former, les accompagner, les voir grandir et certains partir de l'entreprise. Moi, j'en ai qui sont partis en étant aides-soignants, qui ont fait une formation, qui nous ont quittés pour aller faire un autre métier. Donc ça aussi, moi, je suis fière de voir qu'il y a des personnes qui ont passé 3-4 ans dans l'entreprise et qui sont partis faire autre chose et qu'on a participé à ce parcours professionnel. Donc ça, c'est une fierté. Des personnes aussi qui sont, alors je reste quand même beaucoup sur le côté salarié, qui sont arrivées chez nous en difficulté, pas bien dans leur peau, pas bien dans les anciens postes qu'ils avaient occupés, et qu'on voit grandir, gagner en confiance, accompagner les nouveaux qui arrivent. Donc ça, c'est, enfin voilà, moi je suis fière de ça, et ça c'est aussi de la reconnaissance qu'ont des personnes qui sont avec nous. Nous, voilà, ça fait 6 ans qu'on est, un peu plus de 6 ans qu'on est ouvert, et il y a des personnes qui sont là depuis 5 ou 6 ans. Donc ce noyau d'anciens, etc., c'est vraiment des personnes qui accompagnent les nouveaux. Et puis après, bien sûr, il y a nos clients, on ne peut pas les oublier, nos clients. Voilà, ils sont aussi, on est heureux de les servir. Quand on passe plusieurs années avec eux, il y a des vraies relations de confiance qui se nouent avec eux. Et voilà, on les connaît bien, ils nous reconnaissent au téléphone quand on les appelle. Voilà, là aussi, et on est content de les accompagner, on ne peut pas dire autre chose. C'est très beau ce que vous venez de dire. Merci beaucoup, Marie-Joëlle. Surtout pour vos salariés. Je trouve que ça, c'est le plaisir d'un chef d'entreprise, c'est de voir ses salariés grandir. Bravo. Et je pense que tout le monde se pose la question aussi de savoir, sur cette période de Covid, cette crise sanitaire, l'accompagnement du franchiseur, comment s'est fait l'accompagnement du franchiseur pour vous? Comment avez-vous été soutenu et accompagné? Ainsi qu'au niveau de l'activité. Alors, je laisse l'un ou l'autre prendre la parole, allez-y. Bon, je vais commencer, je laisserai la parole à Jérôme après. Donc, c'est une période qui a été quand même particulière. Personne n'avait été confronté à ça. Donc, nous, on a été accompagnés de façon importante par le franchiseur, notamment apprendre à garder le lien avec les clients, puisque quand on s'est retrouvé au premier confinement, beaucoup ont voulu annuler ou ont annulé leurs interventions. Donc, il a fallu apprendre à renouer le lien. Le franchiseur nous a apporté tous les supports et tous les protocoles à mettre en place. Donc, on n'a pas eu besoin d'y travailler puisque il les a établis en corrélation et en conformité avec ce qui était préconisé. Les supports de communication avec nos salariés, avec nos clients pour les rassurer. Les plans d'action qui étaient nécessaires en termes de sécurité. Enfin, on va dire que là, on a été accompagné sur tout ce qui était à mettre en place pour faire face à la crise sanitaire. Et après, de manière très pratique, voilà, on faisait aussi des visios pour échanger les problématiques qu'on a rencontrées. Il y avait des problématiques aussi juridiques, RH, liées à l'activité partielle, aux arrêts maladie, etc. Et on a été informés et accompagnés sur tous ces aspects-là. Jérôme? Alors moi, je rejoins ce qu'a dit Marie-Joëlle. Effectivement, ça a été une période très particulière, surtout que moi, le premier confinement, finalement, les clients ont annulé leurs prestations. Donc, c'est assez déstabilisant au début, mais il y a eu cet accompagnement derrière de chaque moment avec notre animatrice, avec O2.
qui a permis en fait effectivement d'utiliser les différents outils spécifiques, qui nous a permis de relever la tête et puis surtout de s'apercevoir. Moi, j'avais estimé que sur le deuxième confinement, on aurait une reprise à 50%, et puis finalement, j'ai eu 67% de reprise de nos clients. Et puis aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'incidence. Moi, j'ai pas eu d'annulation plus que ça. Donc voilà. Le Covid a été compliqué au début, mais avec tous ces outils, on a pu maintenir le cap après et maintenir l'activité. Laura, j'ai envie du coup de poser une question. Est-ce que tu m'autorises? Avec plaisir. J'aimerais vous poser, parce que là, vous dites beaucoup de bien de vos deux franchiseurs et je vous en remercie, mais je suis sûr que vous avez chacun un irritant, quelque chose qui vous énerve dans la vie avec votre franchiseur. Est-ce que vous pourriez nous en livrer le secret? C'est sûr, parce que la vie est toujours rose quand on fait des webinaires, mais je sais bien qu'au quotidien, ça ne se passe pas toujours très bien. Il peut y avoir des incidents. Ça intéressera certainement les participants de savoir quels sont les points sur lesquels voilà, vous n'êtes pas content ou vous pensez qu'on peut s'améliorer. C'est toujours intéressant. Marie-Joëlle, par exemple. Alors, je commence. Moi, il y a globalement, moi, je suis satisfaite de l'agence de l'enseigne APEF. Après, il y a une chose peut-être sur lesquelles il pourrait y avoir des améliorations, c'est l'accompagnement des franchisés lorsqu'ils sont là depuis longtemps, puisque en effet, les besoins d'accompagnement sont très très importants quand on démarre, etc. C'est normal, c'est tout à fait légitime. Et il est vrai que quand on est chef d'entreprise là en franchise depuis 5 ans, 6 ans ou plus, on a acquis de l'expérience, on sait gérer un certain nombre de situations. Cependant, on peut avoir de nouveaux projets, ça peut être créer une nouvelle agence, par exemple, ça peut être mettre en place des outils supplémentaires, des services supplémentaires. Et donc, on a toujours besoin de cet accompagnement sur ces nouveaux projets ou sur des évolutions au sein de logiciels ou autres. Et c'est vrai que je pense que c'est un peu propre à toutes les enseignes. On accompagne beaucoup les nouveaux, et puis c'est vrai que les plus anciens, il faut qu'ils sollicitent fortement quand ils ont besoin d'accompagnement, alors qu'il y a aussi besoin de cet accompagnement tout au long de la vie de l'entreprise. Très bien. Merci. Et Jérôme? Alors c'est drôle parce que du coup, Marie-Joëlle est plutôt une franchisée d'il y a 6 ans, donc qui est maintenant mature en termes d'exploitation. Et Jérôme, qui débute, n'a certainement pas les mêmes voilà. Alors, la question elle est un petit peu compliquée, effectivement, j'ai 2 ans d'ancienneté, mais ce que j'ai envie de dire, ça serait peut-être, pour trouver quelque chose, peut-être à un moment donné, de nombreux outils mis à disposition, et alors à nous, en tant que chef d'entreprise, à choisir les outils qui nous accompagneront le mieux. Et voilà, donc effectivement, on a comme un couteau suisse qu'on nous propose pour répondre à des problématiques, et à nous à faire le choix du bon outil qu'on pourra utiliser. Voilà, mais après, non, j'ai pas à aujourd'hui, pas de problématiques irritantes. Non. Laura, j'avais une deuxième question. Merci à tous les deux pour votre franchise, c'est le cas de le dire. Comment vous avez vécu financièrement et familialement le lancement les 2 premières années? On sait que c'est toujours un moment un petit peu compliqué. On s'investit. Enfin, voilà, je sais que c'est des moments compliqués. Et souvent, dans les candidats qu'on a, on voit bien que les gens hésitent en se disant « ouais, mais si je me lance et que ça ne marche pas, comment ça va se passer, etc. » Jérôme, comment s'est passée cette expérience-là? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors, pour moi, ça a été 2 années riches et chargées professionnellement. Après, ce qu'il est clair, c'est qu'il faut vraiment arriver à concilier sa vie professionnelle et vie personnelle. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet familial bien réfléchi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'entendre avec sa compagne et puis bien expliquer si on a des enfants. Comment un petit peu, pour moi, pour ma part, les 2 premières années vont se dérouler. Et puis finalement, moi, là, j'arrive j'ai passé la 2e année, j'arrive à ressentir les effets. Je prends un petit peu plus de temps, j'ai une collaboratrice en plus
donc qui me soulage sur mon activité. Donc là, voilà, on arrive à concilier, mais c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher les 2 premières années pour être sûr finalement que son entreprise va fonctionner. Marie-Joëlle, vous voulez rajouter quelque chose à ce démarrage? Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir comment financièrement vous avez démarré, parce qu'on sait très bien que la première année, vous n'allez pas vous rémunérer sur votre entreprise. Comment ça se passe pour continuer à vivre, tout simplement, ou à garder son rythme de vie? Oui. Si je peux répondre à la question, moi en fait j'ai été donc j'ai encore bénéficié du Pôle emploi pendant un certain temps, et puis après il ne faut pas hésiter à pousser les portes, moi je suis allé à la Chambre du commerce et de l'industrie pour demander un prêt d'honneur pour le lancement que j'ai obtenu. Voilà, vous défendez votre dossier, vous expliquez un petit peu voilà, que cette entreprise que vous allez monter avec la franchise O2 va apporter une activité dans le secteur, voilà. Et, des emplois, certainement. des emplois, voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu donc mon prêt d'honneur, par exemple. Voilà. Merci, Jérôme. Marie-Joëlle? Mais la question, là, elle est sur le point de vue personnel ou de l'entreprise? Ce que vous voulez. Financièrement et familialement, comment sont passées les 2 premières années, on va dire? Les 2 premières années, bon, moi, comme Jérôme, moi, j'avais fait une rupture conventionnelle, donc j'avais aussi mes indemnités du Pôle emploi, donc ça pendant 2 ans, donc pendant le montage du projet déjà, puisque pour monter le projet, moi j'ai fait une formation en parallèle sur les services à la personne. J'ai eu la chance d'être financée sur une formation avant de commencer. Donc les 2 premières années, le montage, c'était Pôle emploi. Et ensuite, c'est un peu difficile pour sortir les premiers salaires, mais ça se fait progressivement avec une gestion. Bon, après ça, chez chacun en fonction de ses compétences, hein, mais bon, moi, j'avais mis aussi un peu d'argent de côté, bien sûr, et avec une gestion vraiment très serrée de son budget pour qu'après, on va dire, au bout de 3 ans, on vive normalement et cet accroissement des ressources se fait progressivement chaque année. Donc, moi, j'avais un peu, par exemple, l'idée que c'était des métiers qui n'étaient pas forcément très rentables, etc. Eh bien, je me rends compte que non, que ce sont des entreprises qui peuvent être très rentables et bien vivre, contrairement peut-être à une image qu'on en a de l'extérieur et qu'on m'avait véhiculé un peu avant que je me lance. Et pour avoir discuté avec d'autres personnes qui avaient envisagé de se lancer là-dedans, finalement, voilà, ce sont des entreprises qui vivent très bien et des chefs d'entreprise qui vivent très bien aussi. Bon, il faut être bon gestionnaire également, bien entendu. Bon, voilà sur un peu ces aspects financiers. Moi, j'ai été moins impactée par rapport aux problématiques de vie personnelle et vie professionnelle, mais voilà ce que je peux vous dire. Et puis, on peut se dire aussi qu'il est tout à fait possible de monter une 2e ou une 3e agence, de devenir multi-franchisé et du coup de multiplier par 2 ou par 3 les revenus dont vous venez de parler quelque part. On a beaucoup dans nos réseaux, que ce soit O2 ou APEF, mais dans les réseaux en général, de multi-franchisés, de gens qui ouvrent plusieurs agences de façon à multiplier leur savoir-faire et créer un groupe de sociétés de plusieurs agences. Je vois que Laura me fait des gros yeux en me disant c'est plus à toi de parler, c'est aux participants, donc on laisse les questions. La parole, Laura, excuse-moi. Nous avons quelques questions. Carmen, il nous reste combien de temps pour y répondre, en sachant que de toute façon, nous reviendrons vers vous pour répondre aux différentes questions auxquelles nous n'aurons pas eu le temps de répondre. Vous pouvez aussi revenir vers nous pour prendre contact sur nos adresses email respectives O2 et APEF. Carmen, nous avons encore combien de temps? 6 minutes. Allez, 6 minutes, je fais vite. Nous avons une question de Philippe Véret qui est à 56 ans, demandeur d'emploi. N'est-il pas encore trop tard pour démarrer une franchise?
Et à cette question, moi j'ai envie de répondre non, il n'est pas trop tard pour entreprendre. Nous avons des candidats qui sont d'ailleurs qui viennent de tous horizons professionnels et de tous âges aussi, des diplômés avec une première expérience, et puis des personnes qui ont justement cette expérience aussi de management et de commerce et qui souhaitent voilà, terminer leur carrière professionnelle avec une activité qui a du sens, plus humaine aussi parfois que ce qu'ils ont pratiqué auparavant. Comme je ne suis pas loin de votre âge, j'en profite pour dire que c'est un bon moyen de poser le going en fin de carrière, que de monter sa boîte dans un environnement familier, à votre rythme, et surtout de vous construire un patrimoine, parce que dans 5-6 ans, quand vous aurez l'âge de prendre votre retraite, vous aurez entre les mains une entreprise qui a de la valeur et que vous pourrez revendre à un jeune entrepreneur qui vous la rachètera. Grâce à ça, vous aurez des revenus pour votre retraite et lui aura une entreprise qui tourne, ce qui lui permettra de démarrer tout de suite son activité. Donc non, au contraire, profitez-en, c'est le moment ou jamais. Et j'ai installé des entrepreneurs bien plus âgés que vous. Nous avons également Marie-Laure qui nous demande « Bonjour, vous disiez avoir reçu plus de 4000 candidatures et n'en avoir sélectionné qu'une quarantaine. Quelles sont les raisons, motivations ?» Alors, il y a diverses raisons, Marie-Laure. Déjà, l'idée, c'est que nous accompagnons les candidats sur à peu près 6 mois de projet. L'idée est vraiment de mûrir la réflexion. Donc, parfois, les candidats nous disent simplement « Voilà, j'avais envie, je ne suis pas encore prêt, je reviendrai. » Et certains reviennent. Voilà, les raisons peuvent être diverses, mais voilà, c'est toujours d'un commun accord. On échange beaucoup. L'idée, c'est que vous puissiez aussi aller en immersion terrain, vous confronter à la réalité du terrain. Donc, voilà, ces différentes étapes qui peuvent soit confirmer ou non le projet. Et comme je le disais, il y a 8 étapes dans le processus de recrutement. On démarre avec 4000, mais on ne passe pas à 60 tout de suite. On passe de 4000 à 2000, de 2000 à 1000, de 1000 à 500, etc., jusqu'à arriver à 60. À chaque étape, il y a des gens soit qui partent, soit nous décidons aussi qu'ils partent parce qu'on se rend compte dans le processus de recrutement que ils n'ont pas de compétences commerciales, ou ils ne comprennent pas les chiffres, ou ils ne sont pas capables de gérer un business plan. Donc, progressivement, comme ça, de part et d'autre, on discute et puis on se met d'accord. Et ceux qui restent en bas de l'entonnoir sont les meilleurs. D'ailleurs, ils sont là parmi nous ce soir. Voilà. Et enfin, j'ai aussi des questions sur la rémunération. Je vous encourage à prendre contact avec nous pour participer à des réunions d'information où là, vraiment, on parle du modèle économique beaucoup plus en profondeur. Donc, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec nous à l'issue de ce webinaire. J'ai d'autres petites... Je vous en prie, Marie-Laure. J'ai une question de Siam. Est-ce qu'un niveau diplômé âgé de 26 ans a le droit à la franchise? Si oui, quel est le meilleur moyen pour financer le projet? Alors là encore, l'âge n'est pas un bloquant. Hein. L'ambition, l'envie de donner du sens, et puis peut-être que voilà, vous êtes diplômé et âgé de 26 ans, mais vous avez une expérience autre à côté des études ou au travers de votre famille, par exemple, qui a peut-être une entreprise, on ne sait pas. On ne juge pas sur l'âge, du moins, mais sur l'envie, déjà. Et après, le meilleur moyen pour financer le projet, ça peut être d'être en demandeur d'emploi, par exemple. Hein. Vous pouvez financer votre projet comme ça. Tout à l'heure, Jérôme parlait du prêt d'honneur. Il y a différents dispositifs qui existent et différentes associations qui accompagnent vraiment les porteurs de projets. Et d'ailleurs, de plus en plus, notamment dans certaines régions assez désertées, sur le service à la personne notamment. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous rapprocher, à vous renseigner. Nous aussi, on est là pour vous renseigner sur les différentes opportunités de financer votre projet. Et puis, les banques qui sont très rassurées quand un chef d'entreprise arrive avec une enseigne connue, parce qu'ils savent très bien qu'il y a beaucoup moins de chances pour une entreprise en franchise beaucoup plus de chances de passer la 3e ou 4e année qu'une entreprise individuelle. Hein. Donc, les banques prêtent facilement, entre guillemets, d'autant plus que nous avons des groupes comme IKEA, on a des accords avec la Banque Populaire, la Banque Postale, la BRED, qui nous accompagnent et qui accompagnent nos candidats sur la base des business plans qu'on leur donne tous les ans. Et donc, n'ayez pas peur, à 26 ans ou à 56 ans, vous pouvez entreprendre et être accompagné et par nos équipes et par les financeurs qui se font un plaisir d'investir dans ce domaine qui est un domaine porteur. Donc, ils adorent investir dans des domaines ou prêter de l'argent dans des domaines où ils savent que ça va bien se passer.
Et d'ailleurs, j'en profite pour citer un chiffre clé. 62% des franchisés disent que justement, ils ont eu leur financement. Le statut de franchisé, en fait, a vraiment joué un rôle dans l'obtention de leur crédit. Ça, c'est la 17e enquête annuelle de la franchise réalisée par la Banque Populaire, que je vous encourage à aller lire vraiment. Ça prouve en fait que les banques accompagnent d'autant plus des projets entrepreneuriaux basés sur le modèle de la franchise parce que les banques savent que c'est un modèle qui fonctionne, qui est éprouvé, et WeCare d'ailleurs l'a éprouvé au travers de ses enseignes sur de nombreuses années avec des entreprises en propre, avec des franchisés. Donc voilà, il y a différents effectivement moyens de financer son projet. Carmen, vous nous aviez dit 14 heures. Il est 14 heures. Nous avons tenu nos engagements malgré la petite frayeur que vous aviez tout à l'heure qu'on allait déborder. Mais non, on n'a pas débordé. C'est parfait. Ça a permis à vos participants de répondre à un grand nombre de questions. Bien entendu, comme vous l'avez à l'écran, on reste à votre disposition sans aucun problème pour répondre à toutes les questions auxquelles on n'a pas répondu. Oui. Mais, voilà, je vous repasse la parole, Carmen, pour la conclusion. Merci beaucoup, merci à tous. Je vous rappelle qu'un replay sera disponible d'ici quelques minutes. Donc, si vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les réponses, ne vous inquiétez pas. Je pense qu'on est bon, on a répondu à peu près toutes les questions. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre contact avec O2 Care Service et la PEF pour plus d'informations. Monsieur Charles Devant, Laura Pangenot, Jérôme Pic, Marie-Joëlle Barry, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir invités. Merci beaucoup, Carmen. De partager ses passions avec des gens qui vont devenir passionnés de ce métier. Et merci beaucoup à nos franchisés qui sont venus aujourd'hui. C'était vraiment super chouette de pouvoir participer avec vous. Vraiment. Merci pour l'invitation. Merci à tous. À bientôt. Merci, au revoir, à bientôt. Au revoir. Et n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, on est à votre disposition. Et bien entendu, le jeu de transparent que nous avons présenté est à votre disposition auprès de Carmen ou auprès de nous. À bientôt, au revoir. Merci. À bientôt, au revoir.